cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le rôle principal du casque, c'est de protéger la tête en cas de danger. Sachez-le bien, chers amis internautes, la tête de l'être humain est l'une des parties du corps humain les plus fragiles. Le moindre choc peut engendrer des blessures internes ou des traumatismes graves. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur la route. Aujourd'hui, nous parlons du port de casque. Et pour parler de ce port de casque, justement, je suis avec un acteur de la santé communautaire, Chérence Goubedji. Chérence, bonjour. Bonjour, monsieur Francis. Comment vous allez? Ça va très bien chez vous? Ça va très bien. Alors, dites-nous, à nos amis internautes, qui est Chérence Goubedji? Chérence Goubedji, c'est un professionnel de la santé. Je suis biologiste médical et j'ai fait une spécialisation en santé communautaire. D'accord. Vous êtes également sur nos routes. Dites-nous, quelle analyse faites-vous du comportement de nos citoyens quand on les voit dans la circulation? Quelle analyse vous faites des différents comportements qu'on remarque souvent? Merci, monsieur le journaliste. Au Bénin, j'irai un peu dans le passé pour dire que nous avions une habitude en circulation. D'abord, c'est de préciser que aujourd'hui, au Bénin, la circulation, c'est beaucoup plus de motos que de voitures. Avant, ce qu'on observait, c'est que nous avons sur les routes des excès de vitesse, le non-respect du couloir de circulation. Il y a aussi le fait que deux personnes qui sont sur une moto, on voit seulement une seule, sinon celui qui conduit, c'est lui seul qui porte son casque, l'autre n'en a pas. Mais depuis un bon moment où la répression policière a commencé, l'habitude a changé. On voit aujourd'hui les deux personnes sur la moto qui ont chacune son casque. Il y a une limitation de vitesse et il y a également le respect du couloir de circulation aujourd'hui. Donc, je pense que c'est un effort qui est fait. D'accord. Vu que vous en parlez, je me rappelle lorsque la police républicaine a commencé à parler de répression de port de casque, surtout pour les deux personnes, qui occupent habituellement la moto. Je me rappelle qu'au début, ça a été un peu difficile à avaler. On s'était dit qu'à un moment donné, ils allaient lâcher prise jusqu'à ce qu'on signe une note pour certifier que cette répression-là, ça n'allait pas, il n'y a rien à faire, on va rester là-dessus. Vous, en tant que usager de la route, comment est-ce que vous avez pris ça? Est-ce que ça a été facile de se conformer pour vous? Bon, honnêtement, c'était pas facile pour moi et c'était d'ailleurs facile pour personne parce que ce n'était pas dans les habitudes. Oui. Mais comme c'est un devoir moral, beaucoup l'ont jugé utile de le faire. Et je pense si cette répression a continué, c'est que le Bénin, en temps, avait ratifié la charte africaine sur la sécurité routière. Donc, nos autorités ont tout intérêt à maintenir cette répression puisque ça y va de la santé de tous. D'accord. Nous parlons de port de casque. Alors, pour une personne qui ne porte pas le casque en circulation, quel est le risque? Une personne qui ne porte pas le casque, qu'est-ce qu'elle risque en circulation? Merci. Le risque, il est tellement grand parce que le casque protège un organe très vital, la tête. Comme nous le savons tous, la tête c'est un organe vital et fragile. Donc,
ne pas porter son casque, nous courons assez de risques. Et comme risque, le principal risque, c'est de faire les traumatismes crâniens. Parce que quand on tombe et que c'est la tête qui touche le sol, c'est que c'est grave. Il y a souvent les traumatismes crâniens. Le traumatisme crânien, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que pour le simple citoyen, qu'est-ce qu'il peut comprendre? Bon, le traumatisme crânien, c'est une lésion au niveau de la tête qui peut être causée par une chute, un accident de la voie publique. Ça peut être une commotion. Bon, la commotion, c'est souvent lié au sport. Oui. Donc c'est un peu ça. Ou bien tout autre impact qui peut toucher la tête. D'accord. Vu que vous en parlez de traumatisme, on voit souvent une personne qui est souvent la personne est victime d'accident de la route et la personne s'évanouit. Et quelques minutes après, on voit cette personne-là qui se réveille. Est-ce que ça, c'est directement lié au traumatisme crânien ou bien quelle explication on peut lui donner? C'est une perte de connaissance. Et puis la personne revient rapidement. Ça, on peut classer ça parmi les traumatismes crâniens mineurs. Parce qu'il y en a de plusieurs catégories. Il y a les traumatismes mineurs, il y a les traumatismes sévères. Okay, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, quelqu'un qui se retrouve avec un tel symptôme, c'est un traumatisme mineur. Il peut se réveiller avec un étourdissement, avec des vertiges, mais dans ces conditions, la personne doit consulter un médecin du moment où il y a eu une perte de connaissance, même si c'est mineur. D'accord. Pour le simple citoyen qui est dans la circulation, qui a été témoin de l'accident de la route, qui voit cette personne-là qui a été victime de l'accident, elle est couchée, peut-être qu'elle n'a même pas porté de casque, qu'est-ce qu'elle peut faire pour déjà aider, pour attendre, enfin en attendant que les premiers secours ne viennent? Ou bien, simple citoyen, il se met de côté, il regarde et il attend juste que les secours ne viennent? Non, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont développé certaines habiletés à travers les formations. Et c'est le moment de remercier des organisations comme la Croix-Rouge qui œuvrent pour la formation des populations sur les premiers secours. Donc si sur le terrain, sur la route, il y a un accident et qu'il y a une de ces personnes qui a des compétences à faire les premiers gestes qu'il faut, la personne peut le faire. Mais si il n'y a pas de cette personne sur place, c'est comme nous avons l'habitude de le faire, c'est d'appeler les secours, les sapeurs-pompiers, le SAMU si c'est possible, pour qu'on prenne rapidement la personne en charge. D'accord. Quels sont les symptômes, vu qu'on en parle toujours du traumatisme crânien? Comment est-ce qu'on peut reconnaître qu'une personne qui a été accidentée souffre de ce mal-là? D'abord, ça relève des compétences des spécialistes, les urgentistes, mais les traumatismes crâniens en général, il y a plusieurs symptômes qui sont liés à ça. Comme je le disais tantôt, il y a deux catégories. Il y a les traumatismes mineurs et les traumatismes sévères. Pour les mineurs, c'est souvent les maux de tête, les étourdissements, des vertiges et autres. Pour les cas sévères, ça peut aller jusqu'à une hémorragie, les lésions des cellules nerveuses. Il y a les lésions cérébrales traumatiques également. Il y a aussi la coupure de la queue chevelue. Donc, il y a tout ça qu'il faut inclure dedans. D'accord. Moi, je vais vous parler d'un cas. Enfin, j'ai été victime d'un accident une fois. Et bon, je me suis littéralement frappé la tête contre le sol. Mais lorsque je me suis relevé, j'avais l'impression que mes oreilles sifflaient. Et j'ai mis un peu de temps avant de pouvoir stabiliser, de pouvoir me rendre compte de ce qui se passe. De votre point de vue, qu'est-ce qui a pu se passer? Pour ce genre de phénomène, qu'est-ce qui est souvent la cause? Bon, toujours est-il que un organe ou bien une partie de la tête a reçu un coup. Parce qu'il faut le préciser, quand nous voyons la tête, il y a d'abord la peau
qu'on peut toucher. Oui. Il y a les os, pour ne pas dire le crâne même, qui protège maintenant le cerveau. Et le cerveau encore, il est enveloppé de plusieurs couches de tissus au sein desquels il y a le liquide qu'on appelle le liquide céphalo-rachidien. Donc, c'est tout un ensemble et c'est beaucoup de choses. Ça dépend de l'organe qui est touché. Jusqu'à ce que vous ressentiez un sifflement dans la tête, c'est que ça peut toucher les nerfs. Bon, pas les nerfs, parce que si ça touche le cerveau, c'est déjà le cas le plus grave. C'est pour ça que vous allez voir, avec la constitution que je viens de vous donner, le cerveau est bien protégé. Mais pour un sifflement où vous vous êtes retrouvé, c'est que très sûr, on peut dire que le cerveau n'est pas encore touché. Donc, parce que si c'est que le cerveau était touché, que vous alliez peut-être à une perte de connaissance qui peut prendre des heures, voire des jours, là, c'est que c'est un autre cas. Et cette personne qui se retrouve dans un cas où c'est le cerveau qui est touché, il se réveille avec peut-être les pertes d'équilibre, pertes de coordination et autres, parfois même des dépressions. Donc c'est beaucoup de choses. Tout simplement. Alors vous, en tant que simple citoyen, est-ce que vous avez été déjà victime d'un accident de la route? Bon, personnellement, oui, j'ai été victime il y a très longtemps. Mais Dieu merci, je n'étais pas touché à la tête. Mais j'ai bien envie de savoir comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. On aime bien les histoires par ici. Bon, les histoires, ça date de très longtemps. Hein. J'étais, je crois, en seconde. J'avais pris la moto de ma grande soeur, puis j'allais acheter quelque part. Subitement, je vois un enfant qui se pointe devant moi. Bon, il voulait traverser. Il voulait traverser tout simplement. Oui. J'avais pas vu le danger venir, donc j'étais tombé. J'avais eu des égratignures ici, au niveau de la cuisse. Donc, c'était un peu ça. Heureusement que la fille a été préservée. Heureusement que la fille a été préservée. Oui, c'est ça. Alors, on a parlé du traumatisme crânien. Tout à l'heure, vous parliez du crâne. Lorsque le cerveau est touché, là, on parle déjà d'une autre forme de conséquence. Mais hormis le traumatisme crânien, quel est les autres risques qu'encourt une personne victime d'accident de la route lorsque la tête est directement touchée? À part le traumatisme. Oui. Le traumatisme, comme je le disais, c'est un ensemble. Quand la tête est touchée, en dehors des égratignures qu'on peut avoir, il y a essentiellement les traumatismes crâniens. Essentiellement. Oui, c'est ça. D'accord, mais lorsqu'on est victime d'accident de la route et que le crâne est fondu, on en voit souvent, même si on n'en voit pas de fissures, on les voit peut-être sur les vidéos. Est-ce que ça, c'est directement relié au traumatisme crânien? On voit la tête qui est fondue et on voit du sang qui gicle. Est-ce que c'est du traumatisme toujours? Oui, du moment où la tête est touchée et que, jusqu'à ce que, bon, comme vous le dites, hein, le crâne est fondu, il y a déjà du traumatisme. Parce que jusqu'à ce qu'on voit un crâne fondu, c'est que cette personne certainement va perdre connaissance. D'accord. Et bon, j'ai suivi une vidéo sur le réseau social TikTok et j'ai vu plusieurs personnes qui ont dénoncé, excusez-moi si je le dis comme ça, hein, vous êtes professionnels, et qui ont dénoncé certains comportements de certains professionnels de la santé, surtout lorsqu'on est en présence d'une personne qui a été victime d'un accident de la route. La vidéo qui m'a le plus frappé, c'est on voyait cette personne-là qui a appelé les secours et la personne était touchée à la tête. Donc, on essayait de le déplacer pour le mettre, pour le faire transporter. Mais on voyait les agents de santé qui littéralement lui criaient dessus, lui demandaient de rester tranquille. Alors que c'est une personne, là qu'on est en présence d'une personne qui est en train de souffrir. Qu'est-ce que vous pensez de ce comportement-là, de ce comportement-là que certains collègues adoptent? Bon, on sait que dans toute profession, il y a des moutons noirs, il y a des brebis galeuses. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, merci. Bon, situons d'abord les responsabilités. Hein. Oui. Vous avez dit que l'accident est survenu et bon, pour déplacer la personne, on voit les agents de santé qui crient. Est-ce que c'est sur les lieux ou bien à l'hôpital?
plutôt sur les lieux, parce qu'on est en train de Bon. vouloir le déplacer et on lui demande de rester tranquille, de ne pas bouger. Oui, si Mais- c'est sur les lieux, Oui, bon, ce ne sera pas certainement un agent de santé. d'accord. Puisque tel que le système est organisé Oui. dans notre pays, très souvent, ce sont les sapeurs-pompiers qu'on voit. Ce sont eux qui récupèrent la personne, qui l'amènent à l'hôpital et puis les professionnels de santé continuent le travail. Pour répondre à votre question, je vais rester dans le contexte, sinon dans le milieu hospitalier, Oui, pour dire un professionnel de santé qui reçoit un cas grave, un blessé. Bon, les comportements à avoir, c'est le moment de saluer tous ceux-là qui, de jour comme de nuit, œuvrent, les professionnels de santé, je veux dire, qui œuvrent pour le bien-être de la population, surtout les urgentistes qui font un travail vraiment remarquable parce que devant un cas grave, c'est Oui. qu'il faut vite agir. oui, Il faut vite agir, il veut faire son travail. Le simple fait que la personne est en mouvement, on le comprend, elle est du moins en difficulté, elle fait ses mouvements sans le savoir, mais cela peut empêcher, si je peux le dire ainsi, cela peut empêcher le professionnel de santé à mieux faire. Peut-être que c'est une suture par exemple, vous voyez, il faut que la personne soit immobilisée, encore qu'aujourd'hui, les choses ont tellement évolué que il y a souvent des anesthésies qui se font pour calmer un peu la personne afin qu'elle ne ressente pas vraiment la douleur pour que le professionnel puisse vraiment faire son travail. Mais toujours est-il que crier sur les blessés à l'hôpital, bon, ça peut arriver, mais bon, aujourd'hui c'est de racas. c'est de Raka. Alors, lorsqu'on est victime de traumatisme crânien, même si que ce soit sur le coup ou bien après avoir passé par, ou bien après être passé par toutes les procédures médicales possibles, est-ce qu'il y a des solutions ou bien des astuces fait maison qu'une personne peut adopter pour se rétablir, pour reprendre ses forces peu à peu? Ou bien il faut s'en tenir uniquement à l'option de la médecine? Pour un accident qui a touché la tête, Oui. c'est bien ça. Bon, jusqu'à ce que ça touche la tête, bon, je ne suis pas peut-être praticien, je ne maîtrise pas vraiment les feuilles, mais moi, je vais m'en tenir à ce que c'est qui relève du domaine médical. Non, pas La forcément médecine moderne. praticien. Quand je parle d'astuce, je parle de quoi? Par exemple, est-ce que je dois peut-être, vu que c'est la tête qui a été touchée, je dis n'importe quoi, est-ce que sur le coup, je peux prendre peut-être un pagne pour essayer de me couvrir la tête? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire en attendant que, c'est vrai, on a abordé les premiers secours, mais pour moi-même qui ai été victime d'un accident, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Parce que imaginons-nous, je suis sur une route où il n'y a pratiquement personne la nuit, mais j'ai été victime d'un accident de la route. Et c'est la tête qui a été touchée. Et quand on parle de tête, on parle de la vie et on parle d'un certain nombre de choses. J'ai appelé les secours. Le temps qu'ils arrivent, déjà je me suis mis de côté pour éviter les suraccidents. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour me préserver en attendant que les secours ne viennent? Est-ce que je peux peut-être prendre un pagne ou bien un tissu pour me couvrir la tête pour éviter que d'autres problèmes ne surviennent, ou bien qu'est-ce que je peux faire? Merci. Si la personne ou si l'intéressé ne perd pas conscience, c'est que c'est déjà bien. C'est peut-être si que qu'il y a peut-être du sang qui coule et tout, c'est de s'assurer de ne pas tout mettre dedans parce que c'est déjà une plaie. C'est au niveau de la tête. Le fait de tout mettre, on peut infecter la plaie. Vous voyez, ou bien c'est des égratignures et tout. Il faut savoir quoi mettre. Et bon, si c'est que c'est la tête qui est touchée et que c'est assez grave, je ne pense pas que cette personne puisse Faire grand-chose. faire grand chose. Il faut forcément l'aide d'une autre personne pour l'amener à l'hôpital. À l'hôpital. D'accord. Je pense que c'est la fin de ce numéro. Chers amis internautes, préserver la tête, c'est préserver sa vie, mais pas que sa vie. Retenez-le, lorsque vous êtes victime d'un accident, vous n'êtes pas le ou la seule victime. Vous
il y a des témoins. Et pour ces témoins, être victime d'un accident de la route, c'est la dépression, c'est vivre un phénomène pas très commun et qui, à la longue, peut avoir des comportements. Dans ce numéro, je nous invite à adopter des gestes utiles, porter le casque et est-ce que vous avez peut-être un mot de fin pour nos amis? Merci. Bon, mot de fin, C'est peut-être c'est le de lieu de dire que, sensibiliser. oui, le port de casque, c'est un devoir moral. Comme Oui. je l'ai dit au début, ne voyons pas que, bon, nous respectons juste la loi, nous respectons les exigences de la police républicaine. Nous le faisons pour nous-mêmes. Et chaque fois que nous sortons, nous devons savoir qu'il y a peut-être une femme, des enfants, une famille Qui compte sur nous, qui nous attend. qui nous attend à la maison. Donc, c'est de respecter vraiment les consignes, le code de la route, afin de rentrer sain et sauf, parce que la tête, c'est la vie. Merci. D'accord. Merci et chers amis internautes, merci de nous avoir suivis et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine.